Enfin, au Nigeria, des experts du marché monétaire expriment des réserves sur les nouvelles orientations de la politique monétaire de la Banque centrale nigériane. Le Niger disposera bientôt d'une zone franche industrielle d'exportation, ce qui devrait permettre au pays de devenir plus attractif et par ricochet d'accroître son confort économique. Bien évidemment, la création de cette zone franche industrielle d'exportation offre d'innombrables opportunités économiques, tant pour le pays que pour les investisseurs. Il s'agit en effet d'un espace délimité dans un territoire sur lequel l'État confère certains avantages fiscaux aux entreprises qui s'y installent. Selon les autorités du pays, le principal intérêt de la création d'une zone franche au Niger est de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté. Le développement d'une zone franche constitue pour l'État nigérien une source de revenus importante pour le pays et peut contribuer à résoudre de nombreux problèmes et aussi engendrer des retombées positives dont, entre autres, la création d'emplois, la captation des investissements directs étrangers et de manière générale la promotion du Niger comme destination d'investissement. En Afrique du Sud, le chômage a atteint un niveau record de 29%. Il s'agit donc d'un niveau jamais atteint dans le pays depuis que la publication de données trimestrielles a été introduite il y a de cela 11 ans. C'est le secteur minier qui a le plus été touché. Le taux de chômage a atteint un niveau record en Afrique du Sud. D'après les données rendues publiques par l'Institut de la statistique, ce taux s'affiche à 29%. Une première depuis que la publication de données trimestrielles a été introduite dans le pays il y a 11 ans. Le taux de chômage a ainsi augmenté de 1,4 point de pourcentage, passant de 27,6% au premier trimestre 2019 à 29% au second trimestre. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré depuis 2008. Ce record accroît la pression sur le gouvernement du président Cyril Ramaphosa, qui a fait campagne lors des législatives de mai 2019 en promettant de relancer l'économie sud-africaine et de créer des emplois dans la première puissance industrielle du continent. Quelques 49 000 emplois ont été perdus au premier trimestre, particulièrement dans le secteur minier, les transports, le bâtiment et la banque. Le produit intérieur brut sud-africain a pour sa part reculé de 3,2% en rythme annuel au premier trimestre 2019, son plus fort recul sur 3 mois enregistré ces 10 dernières années pour cause de rationnement d'électricité, de faiblesse des investissements et de la consommation des ménages. Le Conseil ghanéen du cacao entend contracter un prêt syndiqué de 1,3 milliard de dollars pour financer ses achats de cacao lors de la campagne 2019-2020. Ce montant qui a été annoncé est identique à celui qui avait été levé pour assurer les opérations durant les campagnes 2017-2018 et 2018-2019. Justement, pour la campagne 2018-2019, l'exécutif ghanéen se privera pour la seconde année consécutive des droits d'exportation sur le cacao en raison de la nécessité de maintenir le prix garanti aux producteurs à 7 600 cedis la tonne. Par ailleurs, le Conseil ghanéen du cacao négocie l'obtention d'une facilité à long terme de 600 millions de dollars auprès de la Banque africaine de développement, cette fois-ci pour financer des programmes de renforcement de la productivité. Il faut dire que les achats du COCOBOD pour le compte de la saison 2018-2019 ont déjà atteint 794 841 tonnes de cacao, soit environ 88% de la récolte prévue qui est de 900 000 tonnes. Et puis au Nigeria, certains experts du marché monétaire estiment qu'il est
peu probable que les nouvelles orientations de la politique monétaire de la Banque centrale visant à stimuler le crédit dans le pays puissent avoir du succès. En effet, au cours de la semaine de la dernière réunion de politique monétaire, la Central Bank of Nigeria a décidé de maintenir son principal taux directeur à 13,5% afin de maintenir un certain niveau de liquidité dans le bilan des banques du pays. Les nouvelles orientations de la politique monétaire de la Banque centrale nigériane visant à stimuler le crédit au Nigeria suscitent des réserves auprès de certains experts du marché monétaire. Pour ce dernier, il est peu probable que ces nouvelles orientations puissent avoir du succès. Lesquelles orientations ont consisté à maintenir le principal taux directeur à 13,5% afin de préserver un certain niveau de liquidité dans le bilan des banques en vue de soutenir leur capacité à prêter davantage à l'économie. Elles interviennent à la suite de plusieurs décisions de la Central Bank of Nigeria en faveur de plus de crédit au secteur productif nigérian. La Banque centrale nigériane a notamment imposé à 60% le niveau d'encours des crédits comparé aux dépôts et régulé la participation des banques aux émissions de bons du Trésor. Mais les experts qui critiquent ces mesures affirment qu'il sera difficile de développer le crédit dans une économie fragile, caractérisée par une faible capacité de dépense des consommateurs et par un contexte monétaire faible qui rend coûteuse l'acquisition des intrants. Pour ces experts, rien n'indique que les banques parviendront à une généralisation du crédit malgré le surplus de liquidités disponibles dans leur bilan. Notons que le marché du crédit souffre de deux principales faiblesses au Nigeria. Le premier est la forte concentration des risques, les banques ayant prêté à de grosses institutions publiques ou privées. Le deuxième est l'encours des créances douteuses qui atteint désormais les 4,7 milliards de dollars. Toute chose qui rend les banques extrêmement prudentes quant à toute perspective de grossissement de leur portefeuille de prêts. Direction l'île Maurice pour nous intéresser au secteur hôtelier de ce pays. C'est avec Kazmik Pédior qu'on retrouve dans un instant. Bienvenue à vous, Kazmik Pédior. Alors, l'île Maurice a perdu environ 40% de ses revenus hôteliers au cours du premier trimestre 2019. C'est bien ça, Inès. C'est le constat amer fait pour le compte du premier trimestre 2019 au niveau des caisses des hôtels. 39,2%, environ 40% donc des recettes n'ont pas été enregistrées pour le compte de ce trimestre-là, et les raisons sont d'ordre conjoncturel. En effet, la destination île Maurice pour le compte donc de janvier à mars 2019 a chuté. Les touristes ne sont pas venus et la conséquence, du moins c'est la raison évoquée ici, c'est la chute de l'euro et du livre sterling qui donc n'a pas permis aux touristes de pouvoir donc fouler le sol mauricien. Ceci est donc la conséquence de la crise, certainement que les pays qui ont pris donc pour rendez-vous l'île Maurice, à savoir l'Allemagne, la France, mais aussi l'Angleterre, ces touristes-là ont donc boudé un peu pour le compte donc de l'année 2019, la destination. Et ici, ça risque de peser lourd dans la balance parce que le tourisme est la première activité au niveau donc de l'île Maurice. Le tourisme représente d'ailleurs le pays, l'île Maurice est donc la première puissance en termes donc de destination au niveau sur le continent africain, et ça risque donc de faire balancer beaucoup de données macroéconomiques, pourquoi pas pour le compte donc de l'année 2019. Justement, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de l'impact de cette situation sur l'économie du pays? C'est la baisse, il faut le dire, Inès, c'est la baisse donc du revenu des Mauriciens. En effet, on annonce 125,2 millions donc de roupies, la devise donc locale, qui serait donc en chute libre pour le compte de l'année 2019 comparativement à 2018 où le revenu était donc autour de 2005,9 millions de roupies. Ceci
témoigne véritablement donc la chute au niveau des revenus des Mauriciens. Au-delà de ça, il faut dire que l'activité, le tourisme représente beaucoup, surtout les hôtels, l'hôtel qui englobe un certain nombre d'activités telles que la restauration, telles que l'hébergement, telles que donc les déplacements donc des touristes qui aujourd'hui représentent beaucoup en ce qui concerne l'employabilité donc des Mauriciens. Au-delà de ça, c'est l'État également qui ne pourra donc pas tirer les revenus issus donc de cette activité, et on annonce aussi beaucoup donc d'impact, surtout en ce qui concerne la navigation aérienne qui également a pris un coup par rapport donc aux grandes compagnies qui devraient normalement desservir l'île pour le compte du premier trimestre. En tout cas, la situation elle est observée en ce moment au niveau du pays pour voir si véritablement en dehors donc du premier trimestre 2019, si également la période d'été serait également affectée par donc, cette contre-performance au niveau du pays. Nous sommes au troisième trimestre 2019, Kazmi Kpidjo. Est-ce qu'il y a possibilité que le pays rattrape le gap avant la fin de l'année? Il y a possibilité que le pays rattrape le gap parce que l'île Maurice ne vit pas que du tourisme, et heureusement donc pour ce pays qui donc s'est déjà donné depuis donc des lustres d'autres activités pouvant permettre de relever donc le niveau. En effet, selon donc les données du Fonds monétaire international, l'île Maurice va maintenir donc son taux de croissance du produit intérieur brut qui est de 4% pour le compte de l'année 2019 et aussi de l'année 2020 contre donc 3,9% pour 2018 et 3,8% pour 2017. Il faut dire que le taux de croissance de 4% serait donc tiré par les investissements publics. Donc l'île Maurice n'attend pas forcément de son secteur touristique forcément pour donc faire des embellis au niveau donc du produit intérieur brut. Donc les investissements publics pourront donc renflouer les caisses de l'État pour le compte de l'année 2019. D'ailleurs, l'île Maurice est citée comme la première destination sur le continent. L'île Maurice a damé donc pour le compte de l'année 2019 la place à l'Égypte qui était donc la destination prisée en termes des investissements directs étrangers. Il faut aussi dire que les BTP représentent énormément au niveau donc du produit intérieur brut, et donc les BTP pourront donc compenser ce gap que le tourisme est en train donc de donner au pays. Il y a aussi les services financiers et en quatrième ressort le service de la technologie, voilà, la TIC, la technologie de l'information et de la communication, qui donc fera des merveilles pour le compte de l'année 2019. Donc on pourra dire l'île Maurice a la possibilité de faire face à cette situation. Et globalement, comment va se porter l'économie mauricienne à court, moyen, long terme? Beaucoup de perspectives pour le pays, même si le taux d'endettement oscille entre donc 63,9, enfin 64% et les 70%. L'île Maurice est en train de tutoyer donc la norme à ne pas donc franchir les 70%. Le niveau critique. Le niveau critique. Le pays travaille. En effet, selon donc les autorités de ce pays, d'ici 2020, d'ici donc l'année prochaine, l'île pourra donc faire baisser donc son taux de dette publique à hauteur donc de 61,1%, pourquoi pas pour atteindre 60% d'ici 2021. Au-delà donc de cette possibilité d'aller sur le marché financier pour aller chercher donc du capital, l'île Maurice est en train de travailler aussi pour renouveler donc ses machines. L'industrie, elle est vieillissante donc au niveau de ce pays-là, surtout l'industrie textile qui jadis donnait donc des embellis à ce pays-là. Il faut aussi dire que la canne à sucre pourra aussi être relancée. La filière canne à sucre pourra être relancée donc pour les 5 prochaines années, et au demeurant, l'île Maurice travaille également pour donc asseoir une politique cohérente au niveau de la région afin que véritablement elle puisse tirer bon profit de la bonne collaboration entre les autres pays de sa zone économique. Tout ceci en lien direct avec le tourisme qui, il faut le dire, a présenté une contre-performance pour le compte de l'année 2019, ce qui n'était pas prévu au compteur. Merci beaucoup, Kazmi Kpidjo. Merci pour toutes ces explications et très bonne semaine à vous. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Restez en compagnie du reste des programmes de SICA et à très bientôt.